Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une exploration qui demande vraiment de s'imprégner de l'atmosphère, de s'imaginer l'environnement pour saisir l'ampleur de l'enjeu. Ouais, il faut vraiment planter le décor pour le coup. C'est ça. Imaginons un instant le monde super frénétique des chantiers navals, la construction des super yachts. C'est un univers avec des contrastes assez saisissants. Absolument, c'est un monde à part. D'un côté, on a ce bruit assourdissant du métal, l'odeur de la soudure, des grues gigantesques qui déplacent des blocs d'acier de plusieurs tonnes. Et puis de l'autre côté, une exigence de finition qui frôle presque l'obsession, quoi. Exactement, des intérieurs dignes des plus grands palaces, une ingénierie de pointe absolue. Et tout ça est soumis à une pression contractuelle qui est juste immense. Des dizaines, voire des centaines de millions sont en jeu sur un seul bateau. Voilà. Et la moindre erreur, le moindre petit retard de livraison, ça peut avoir des conséquences financières et réputationnelles catastrophiques pour le chantier. C'est un milieu qui pardonne pas, en fait. Et donc, notre mission dans cette analyse approfondie aujourd'hui, c'est de disséquer un texte qui plonge vraiment au cœur de cette machine complexe. Un texte très riche, ouais. Il s'agit d'un article rédigé par Mauricio Rizzari, c'est un vétéran qui cumule plus de 20 ans d'expérience dans ce milieu maritime ultra exigeant. Il sait de quoi il parle. Son texte s'intitule L'art de rendre l'invisible visible, SOP, réglementation et conformité comme avantage stratégique. Et ce qui rend cette exploration vraiment pertinente pour ceux qui nous écoutent, C'est que ça dépasse de très loin le cadre des bateaux. tout à fait, c'est une véritable autopsie du fonctionnement de n'importe quelle organisation humaine. C'est exactement ça. La thèse de l'auteur, en gros, c'est que la différence entre une opération qui se déroule sans la moindre faille et un projet qui court au désastre, ça réside presque toujours dans ce qui est Totalement invisible. l'invisible. Ouais. Bon, décortiquons tout ça. Qu'est-ce que c'est invisible exactement quand on parle de construire des mastodontes d'acier? C'est toute la subtilité de l'approche de Rizzari, en fait. Quand on observe la construction d'un super yacht, notre œil est naturellement attiré par le visible, le matériel. Oui, on regarde la coque, les moteurs. Voilà. On pense à l'épaisseur de la coque, à la puissance des machines, à la précision millimétrique des systèmes de navigation, mais l'auteur nous invite à regarder dans les espaces vides entre ces éléments. Les espaces vides. Ouais. C'est invisible, c'est pas la technique pure. C'est ce qu'il nomme la mémoire opérationnelle de l'organisation. La mémoire opérationnelle. C'est un concept fondamental. Il faut voir ça comme un tissu conjonctif. Un corps de connaissances qui s'est stratifié au fil du temps. Donc c'est pas juste des plans d'ingénieurs. Non, c'est l'ensemble des procédures non écrites, des petites astuces acquises par l'expérience, de la manière dont les équipes interagissent face à un imprévu. Le fameux comment on fait les choses ici, quoi. Exactement. C'est cette culture du quotidien qui transforme un simple groupe d'individus, même si c'est les meilleurs artisans du monde, en un système véritablement fiable. D'accord. Le problème, et c'est là que réside toute la vulnérabilité de ce modèle traditionnel, c'est que ce savoir inestimable vit quasi exclusivement dans la tête des gens. Ah ouais, dans les habitudes bien ancrées, les discussions informelles autour d'un café sur le chantier. C'est ça. C'est volatile. Mais n'est-ce pas justement la force d'une équipe soudée, cette capacité à se comprendre à demi-mot, à régler un problème sans avoir besoin de consulter un manuel d'instruction de 500 pages? À court terme, et dans un environnement parfaitement statique, oui, ça peut donner une illusion de fluidité. Une illusion, carrément? Ouais, parce que la communication se fait par des regards, par des habitudes. Tant que l'équipe habituelle est en place et que les conditions ne changent pas, la mécanique semble super bien huilée. Mais bon, on sait que l'environnement n'est jamais vraiment statique. Exactement. Que se passe-t-il dans la réalité impitoyable des affaires? Un chef d'atelier qui détient un savoir crucial part à la retraite? Ou un ingénieur clé est débauché par la concurrence. Ou bien, le chantier remporte un appel d'offres pour un yacht de 120 mètres au lieu des 60 mètres habituels. Ah oui, là ça change complètement l'échelle des opérations. Tout à fait. Et à ce moment précis, tout cet héritage, toute cette fameuse mémoire opérationnelle s'effondre. Parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs. Voilà, elle est dans des cerveaux qui ne sont plus là ou qui sont soudainement complètement dépassés par la nouvelle complexité du projet. C'est une fragilité structurelle immense. Parce que ce savoir n'a jamais été formalisé. C'est ça le cœur du problème. Et c'est là que le concept de SOP, donc les procédures opérationnelles standards, entre en jeu. Mais soyons honnêtes un instant. Je t'écoute.
Quand on entend procédure opérationnelle standard, la plupart des gens ont juste envie de fuir. Ah bah c'est sûr. On imagine tout de suite un énorme classeur poussiéreux oublié sur une étagère, ou alors de la bureaucratie pure et dure qui nous empêche de travailler vite. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'auteur détruit complètement cette idée reçue. Ah oui, ouais. Ouais. Pour Itzhari, dans le monde complexe de la construction navale, considérer les SOP comme de la simple paperasse pour les audits, c'est une erreur de jugement fatale. Donc il les voit comment, lui? Il les recadre non pas comme des contraintes administratives, mais comme la cristallisation du savoir-faire. C'est l'expérience pure, transformée en connaissances partagées et accessibles à tous. C'est beau dit comme ça. C'est pas un frein à l'action, au contraire, c'est le véhicule même de l'excellence. L'auteur pose d'ailleurs une question d'une grande lucidité dans son texte. Laquelle? Il demande comment s'assurer que la qualité du prochain projet sera égale, voire supérieure, au meilleur projet que nous ayons jamais réalisé. C'est le défi ultime de n'importe quelle entreprise, en fait. Si on laisse cette responsabilité au hasard, à la mémoire individuelle ou juste à la forme du moment des équipes, on joue littéralement à la roulette russe avec la survie de la boîte. Pour rendre ça encore plus tangible, l'article donne des exemples très concrets de la différence entre un environnement régi par cette mémoire invisible et un environnement où le savoir est formalisé. Les exemples à bord du yacht, ouais. C'est ça, on imagine très bien la scène. D'un côté, on a un équipage qui passe son temps à réagir. Toujours dans l'urgence. Exactement. Une pompe tombe en panne, on court dans tous les sens pour trouver la pièce, on bricole une solution temporaire. C'est l'enfer au quotidien. Et de l'autre, on a un équipage qui prévient parce que le processus de maintenance est balisé et documenté. La pièce a été commandée avant même que la pompe ne montre des signes de fatigue. C'est la différence entre une gestion basée sur l'intuition, le fameux feeling, et une gestion vraiment professionnelle. Et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, on a tous connu cette perte d'énergie. Cette gestion au feeling, ça donne l'impression d'être super flexible, mais c'est un gouffre. Un gouffre énergétique monumental. Devoir recommencer à zéro chaque matin, chercher comment on avait résolu un problème similaire il y a 3 ans, juste parce que personne n'a pris la peine de l'écrire. Ça épuise tout le monde. L'article souligne un point essentiel là-dessus. Ce modèle d'improvisation permanente rend toute amélioration continue strictement impossible. On ne peut pas améliorer ce qu'on n'a jamais défini. C'est exactement la logique de l'auteur. Sans ligne de base claire, sans procédure établie, on fait que survivre d'un projet à l'autre sans jamais capitaliser sur l'expérience acquise. D'accord. Donc on a ce premier pilier très clair. Il faut absolument capturer ce savoir interne. Mais ce savoir interne ne vit pas dans une bulle. Non, bien sûr. Et c'est là que Itzhari introduit une autre variable de taille, l'environnement extérieur. Parce qu'un chantier naval, c'est entouré de règles, de lois, de normes de sécurité. Un véritable océan de réglementation, pour reprendre son image. Un océan, c'est le mot. On parle des exigences des sociétés de classification maritime, des lois super complexes sur la sécurité et la santé au travail, Les codes environnementaux aussi. qui deviennent de plus en plus drastiques chaque année, sans parler des obligations fiscales, douanières. Ce paysage normatif, il est fragmenté, il est en évolution permanente. Pour un opérateur sur le terrain, c'est un cauchemar à déchiffrer. Totalement. Et face à ça, la réaction naturelle de plein d'entreprises, c'est de voir cet arsenal réglementaire comme un fardeau. Une entrave à la productivité, un mal nécessaire. Voilà, un truc qu'on traite vraiment à contre-cœur, juste pour pas avoir d'amende. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Itzhari affirme que cette perception de la réglementation comme un boulet est non seulement fausse, mais qu'elle met en péril l'entreprise. Elle est dangereuse, cette perception. Pour expliquer ça, il utilise 2 termes spécifiques. Il parle de coelibertas et de l'obsolescence inévitable. Attends, coelibertas? Oui. C'est un terme qu'on n'entend pas tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans ce contexte? C'est un néologisme très pointu qu'il utilise pour décrire une illusion dangereuse. Coelibertas. Ça fait référence à une sorte de liberté illusoire qui serait détachée des réalités matérielles ou légales. Une fausse liberté donc. Dans le contexte de notre chantier naval, c'est l'attitude d'une direction qui décide d'ignorer ou de contourner les contraintes réglementaires sous prétexte d'être plus agile. Ah, le fameux « on va plus vite sans les règles » ? C'est ça. On veut réduire les coûts à court terme, on croit que s'affranchir des règles donne une liberté d'action. L'auteur avertit que cette posture n'est pas de l'agilité. C'est quoi alors? C'est de l'inconscience stratégique pure. Ça expose l'organisation à des sanctions financières paralysantes, à des accidents graves sur le site et à une totale de crédibilité auprès des clients. Et ça nous mène directement à son second concept, l'obsolescence inévitable. Exactement. Une entreprise qui ne s'adapte pas à son cadre normatif, qui pense pouvoir jouer en dehors des règles de son industrie, elle se condamne elle-même à disparaître.
Il utilise d'ailleurs une analogie maritime très visuelle pour faire passer ce message. Il explique que les réglementations ne sont pas des murs qui nous enferment, Non, elles représentent ce qu'il appelle l'espace des possibles. qu'il note mathématiquement avec la lettre P, c'est ça, hein? Oui, le fameux espace P. C'est une excellente façon de se représenter la chose. Cet espace des possibles, c'est le périmètre exact à l'intérieur duquel on peut naviguer avec certitude en toute sécurité. En sachant que nos actions sont viables légalement et techniquement. Voilà, ignorer cet espace des possibles, c'est comme un capitaine qui déciderait de jeter sa carte marine par-dessus bord sous prétexte qu'elle l'empêche d'aller en ligne droite. C'est suicidaire. Il peut avoir l'impression de gagner du temps sur le moment en coupant à travers une zone non cartographiée, mais tôt ou tard, il va échouer son navire sur un haut fond invisible. Donc la réglementation, au final, c'est la carte qui indique où l'eau est assez profonde pour naviguer sans encombre. Exactement ça. Le problème, si on revient à la réalité de l'entreprise au quotidien, c'est le choc entre ces deux réalités. Le grand écart. On a d'un côté la mémoire interne, les procédures de l'atelier, le comment on fabrique concrètement le bateau, et de l'autre, on a ces règles externes, la fameuse carte marine. Et dans la majorité des cas, ce sont deux mondes qui s'ignorent totalement. C'est ça, ils coexistent dans des silos super étanches. C'est le nœud du problème opérationnel. Le département de production gère les SOP internes avec son propre vocabulaire technique, et de l'autre côté du couloir, c'est le département juridique ou qualité qui gère la conformité. Et ils se parlent jamais organiquement. Le résultat sur le terrain est désastreux. On observe des duplications d'efforts, des incohérences où une procédure interne contredit une norme de sécurité qui vient de sortir. Et surtout l'apparition de zones d'ombre. Personne ne sait vraiment si la tâche accomplie aujourd'hui répond aux exigences de l'audit de demain. C'est le chaos. Alors, comment Rizari propose-t-il de casser ces silos? Il parle d'un concept central dans son article, la conformité normalisée. Oui, la conformité normalisée. Si je comprends bien, l'idée c'est pas simplement d'ajouter un énième contrôle à la fin de la chaîne de production. Au contraire, c'est un changement total de paradigme. La vision classique de la conformité, c'est le contrôle a posteriori. Le travailleur soude sa pièce et ensuite l'inspecteur arrive. C'est ça. Le gars termine son assemblage et un inspecteur vient vérifier avec sa checklist si tout est conforme à la norme. Rizari propose de faire exactement l'inverse. Comment ça? La conformité normalisée consiste à fusionner la réglementation externe directement dans l'ADN de la procédure interne. L'objectif, c'est de structurer le flux de travail pour que l'acte même d'exécuter la tâche engendre automatiquement la conformité. Pour utiliser une image plus quotidienne pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu la différence entre avoir un policier avec un radar qui vous arrête à la fin de votre trajet pour vérifier votre vitesse et conduire une voiture dont le moteur est physiquement bridé par le GPS pour ne jamais pouvoir dépasser la limite de vitesse autorisée sur cette route précise. La conformité est dans le moteur lui-même. C'est une super comparaison. Ça illustre parfaitement le mécanisme. Suivre la procédure, c'est être conforme par défaut, sans même avoir à y penser comme une tâche séparée. C'est brillant. Et c'est ici que l'auteur introduit une métaphore issue de la physique, de la thermodynamique, qui donne beaucoup de profondeur à son argumentation. Ah oui, le passage sur l'entropie. Il part de réduire la dette anthropique, ou delta S dette. L'entropie en physique, c'est la mesure du désordre d'un système, c'est ça? Exactement. Appliqué à notre chantier naval, une entreprise qui navigue avec des silos, qui passe son temps à corriger des erreurs, à gérer des inspections surprises ou des litiges parce que les procédures n'étaient pas à jour, elle génère énormément de désordre. Elle accumule cette dette anthropique. Voilà. C'est un peu comme essayer de remplir une baignoire percée. On dépense une énergie monumentale à porter des seaux d'eau, tout le monde travaille dur, on transpire, mais le niveau de l'eau monte pas. Parce que tout se perd dans les fuites. Les fuites causées par la mauvaise organisation et le manque de clarté. L'analogie de la baignoire percée est très juste. L'auteur explique que la formalisation des procédures et l'intégration de la conformité agissent comme un système pour colmater ces fuites. Et ça permet de faire quoi au final? Ça permet de canaliser ce qu'il appelle le bêta de l'organisation. Le bêta de l'organisation, c'est quoi concrètement sur le terrain? Le bêta, dans son modèle conceptuel, ça représente l'énergie systémique globale. C'est l'effort collectif quotidien fourni par tous les employés, de l'ouvrier à la direction. L'énergie de l'équipe, quoi. Dans un système à haute entropie, ce bêta est complètement dispersé, gaspillé en friction interne. Dans les conflits, les erreurs à refaire. Exactement. Mais en structurant l'environnement avec la conformité normalisée, on dirige ce bêta de manière purement productive. Les frictions disparaissent. La conformité n'est plus un centre de coût. Ni une source de stress. Elle devient le rail sur lequel l'énergie de l'entreprise avance à pleine vitesse.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Parce que la théorie de la thermodynamique de l'entreprise ou la modélisation mathématique, c'est très élégant sur le papier. C'est sûr. Mais un mardi matin pluvieux sur un chantier naval, quand il faut installer un système de propulsion super complexe et que le client met une pression monstre, comment on applique cette fameuse conformité normalisée? Eh bien, l'auteur s'arrête pas à la théorie. Il a carrément conçu un outil pour ça, qui s'appelle SIRAG. SIRAG, d'accord. Mais comment s'assurer que c'est pas juste un énième logiciel usine à gaz où on stocke des PDF que personne ne lit jamais? C'est précisément l'écueil que Rezzari a voulu éviter. C'est pas un disque dur partagé glorifié. Toute la philosophie qu'on vient de discuter repose sur une application dynamique de l'information. Dynamique, c'est-à-dire? SIRAG est conçu comme un système de modélisation contextuelle. Les règles, les normes maritimes, ce ne sont pas de simples textes de référence. Elles sont décomposées et liées dynamiquement aux actions spécifiques sur le terrain. D'accord. Prenons un exemple précis pour bien visualiser. Imaginons Marco, un soudeur spécialisé sur notre chantier naval. Ok, Marco le soudeur. Il arrive le matin pour travailler sur la tuyauterie d'un yacht. Que se passe-t-il avec ce système SAI? Dans un système classique, Marco arrive, il connaît son métier, il se met au travail. Peut-être qu'il y a une nouvelle norme environnementale sur les gaz de soudure dans cet espace confiné précis, mais la note de service est perdue dans un email qu'il n'a pas lu. Ou dans un classeur au bureau d'ingénierie. Voilà, Marco soude et 2 semaines plus tard, un inspecteur débarque et déclare la zone non conforme. Ce qui implique retard, coûts supplémentaires pour tout refaire et un stress énorme. Exactement. Mais avec un système basé sur l'approche SIRAG, lorsque Marco consulte son ordre de travail sur sa tablette ce matin-là, le système a déjà croisé les données. Il a fait le lien en amont. Il sait qui est Marco, quelle est la tâche exacte, dans quelle zone du navire elle se déroule, et surtout, il a automatiquement lié les réglementations en vigueur à cette tâche précise. Donc la procédure qui s'affiche pour Marco n'est pas un manuel générique de 500 pages. Surtout pas. C'est uniquement l'information dont il a besoin à la seconde T, incluant la consigne de sécurité à respecter pour que le travail soit considéré comme conforme par l'auditeur externe. Exactement. Le savoir-faire est distillé. Les fameuses zones d'ombre sont éliminées. Marco n'a pas besoin d'être un expert en droit maritime environnemental. Il a juste besoin de bien faire son travail de soudeur. Il a simplement besoin de suivre la procédure contextualisée qui lui est fournie. Et le bénéfice corollaire de tout ça, qui est colossal pour l'entreprise, c'est la traçabilité. Ah oui, pour les audits. En validant les étapes de sa procédure sur sa tablette, Marco génère en temps réel la preuve de la conformité de son travail. Donc quand l'auditeur externe ou l'investisseur demande des comptes, L'entreprise n'a pas besoin de passer 3 semaines à fouiller dans des archives papier pour prouver que le travail était bien fait. La transparence est totale et immédiate. la conformité est devenue, comme le voulait l'auteur, un processus naturel du flux de travail. C'est exactement l'objectif. C'est une façon très différente de voir les choses qui remet complètement en question l'opposition traditionnelle entre agilité et rigueur. Totalement. Si on devait rassembler toutes les pièces du puzzle de notre exploration aujourd'hui, la grande idée à retenir, c'est que l'excellence durable n'est jamais un accident. C'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un exploit héroïque qu'on réalise une seule fois parce qu'on avait l'équipe parfaite un jour précis. L'excellence, c'est concevoir un système qui permet de faire les bonnes choses de la bonne manière à chaque fois. Indépendamment des départs ou des aléas de la vie d'entreprise. L'art de rendre l'invisible visible, c'est prendre cette mémoire historique, fugace, prendre ces contraintes réglementaires qu'on déteste souvent et les fusionner pour créer un rail de sécurité. Un rail qui permet d'accélérer en toute confiance. Cela soulève... Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, cela soulève une question importante et qui permet de boucler notre analyse en dépassant largement le monde des chantiers navals. Laquelle? Si l'on admet, comme Rezzari le démontre, que la mémoire opérationnelle est le plus grand atout d'une organisation, mais que son invisibilité est sa faille la plus dangereuse, il est fascinant de tourner le miroir vers nous-mêmes. Vers nos propres métiers. Exactement. Au sein de nos propres environnements, que ce soit une petite agence, un grand hôpital ou un cabinet d'avocats, quelles sont ces routines vitales qui ne reposent aujourd'hui que sur la mémoire d'une seule personne? Ces savoirs fantômes. Ces savoirs fantômes qui ne reposent aujourd'hui que sur la mémoire d'une seule personne. Qu'est-ce qui risquerait de paralyser totalement notre propre activité demain matin si cette personne n'était soudainement plus là pour nous guider à l'intuition? C'est une réflexion qui donne vraiment matière à penser. Ça fait un peu peur même. Oui, ça pousse véritablement à regarder nos propres méthodes de travail avec un œil neuf. Presque comme un audit de nos propres vulnérabilités invisibles. C'est clair.
Il est peut-être temps pour nous tous de chercher ces fameux savoirs fantômes dans nos équipes, d'arrêter de glorifier l'improvisation constante et de commencer à cartographier de manière rigoureuse notre propre espace des possibles. On a tous une carte à dessiner. L'invitation est lancée pour ceux qui nous écoutent. Il est temps d'arrêter de naviguer à l'aveugle. Fin de notre exploration pour aujourd'hui.